L'amour n'est pas toujours un conte de fées. Il peut être compliqué, choquant et complètement imprévisible. Veux-tu m'épouser? Oui, certains couples ont enfreint toutes les règles, ont fait face à des réactions négatives et ont pourtant refusé de lâcher prise. De la relation d'un meurtrier condamné avec une fin dévouée aux jumelles siamoises, partageant leur vie avec un partenaire, leurs histoires prouvent que l'amour peut survivre à tout. Préparez-vous car ces 18 relations sont si peu conventionnelles qu'elles n'ont pas seulement fait de la une des journaux, elles ont réécrit le sens même de l'amour. Numéro 18. L'amour virtuel d'Akihiko Kondo. Akihiko Kondo est un administrateur scolaire ordinaire à Tokyo, mais son histoire d'amour est toute sauf ordinaire. Son partenaire est Hatsune Miku, une pop star virtuelle créée grâce au logiciel Vocaloid. Kondo dit qu'il a d'abord connecté avec Miku pendant l'un des moments les plus bas de sa vie, lorsque le harcèlement au travail l'a laissé déprimé et isolé. Au lieu de se tourner vers les gens, il s'est tourné vers sa musique puis vers un appareil Gatebox qui lui permettait d'interagir avec son hologramme chez lui. En novembre 2018, sa dévotion était devenue si forte qu'il a organisé un mariage à Tokyo. Cela a coûté environ 17 600 dollars avec environ 40 invités et comprenait même des alliances et une version poupée de Miku qu'il a embrassée à l'hôtel. Sa propre mère a refusé d'assister, mais pour Kondo, c'était très réel. Le mariage n'était pas légalement contraignant, mais il est devenu une nouvelle internationale. Il a insisté sur le fait qu'il était fidèle à Miku et ressentait le même confort et la même compagnie que d'autres trouvent chez un conjoint. Puis, dans 2020, la réalité a frappé. La société qui gérait son Gatebox a mis fin à son soutien pour Hatsune Miku et d'ici 2022, quand il rentrait du travail, l'hologramme qui l'accueillait ne montrait qu'une erreur réseau. Mais les sentiments de Kondo ne se sont pas estompés. Il vit toujours avec une version grandeur nature de Miku et en 2023, il a même fondé un groupe pour les personnes qui disent aimer des personnages fictifs. Numéro 17. Le mariage le plus miroir du monde. Brittany et Brianna Dean sont des sœurs jumelles identiques de Virginie qui sont tombées amoureuses de Josh et Jeremy Salyers, des frères jumeaux identiques du Kentucky. Leur histoire d'amour a commencé au Festival des jumeaux à Twinsburg, dans l'Ohio, en 2017. Ce festival est rempli de jumeaux du monde entier, mais lorsque ces deux ensembles se sont rencontrés, ce n'était pas juste une rencontre occasionnelle. La connexion a été instantanée et bientôt cela s'est transformé en l'une des histoires d'amour les plus étranges mais fascinantes qui soient. Le 2 février 2018, les frères ont organisé une proposition conjointe au parc d'État de Twin Lakes en Virginie, offrant aux sœurs des bagues de fiançailles assorties au même moment. Quelques mois plus tard, le 4 août 2018, ils sont retournés à Twinsburg pour un double mariage appelé Twice Upon a Time, avec des ministres jumeaux identiques dirigeant la cérémonie. TLC a même diffusé l'événement, ce qui n'a fait qu'augmenter le spectacle. Après cela, leurs vies sont devenues encore plus inhabituelles. Au lieu de déménager dans des maisons séparées, ils ont choisi de vivre ensemble sous un même toit. Ils gèrent maintenant Smith Mountain Manor, un lieu de mariage à Huddleston en Virginie, où ils vivent et travaillent côte à côte. Puis en 2021, Brittany et Josh ont accueilli leur fils Jet en janvier et seulement 4 mois plus tard, Brianna et Jeremy ont eu leur fils Jax. Étant donné que leurs parents sont des jumeaux identiques, ces garçons sont des cousins, mais génétiquement aussi proches que des frères souvent appelés jumeaux quaternaires. Ce rare rebondissement les a remis sous les projecteurs. Numéro 16. Le mariage interdit d'Hollywood. Woody Allen, le célèbre réalisateur connu pour des films comme Annie Hall et Manhattan, était en longue relation avec l'actrice Mia Farrow lorsque sa vie a pris l'un des tournants les plus étranges de l'histoire d'Hollywood. Mia avait adopté une fille des années plus tôt, Soon-Yi Previn, avec le compositeur André Previn en 1968. Woody n'a jamais été le père ou le beau-père de Soon-Yi, mais parce qu'il sortait avec Mia, il faisait partie de son monde. C'est pourquoi lorsque Mia a découvert des photos explicites de Soon-Yi dans l'appartement de Woody, le 13 janvier 1992, la nouvelle a provoqué des ondes de choc partout. La situation familiale était déjà inhabituelle. Woody et Mia étaient ensemble depuis 12 ans, mais ne s'étaient jamais mariés et gardaient même des appartements séparés à Manhattan. Lorsque l'affaire est sortie, cela a déclenché une tempête. En moins d'1 an, Woody et Mia se battaient en justice pour les 3 enfants qu'ils avaient ensemble, tandis que des allégations d'abus émergeaient également. Un juge de New York est finalement accordé à Mia la garde complète et a sévèrement critiqué Woody dans son jugement.
La plupart des gens pensaient que cela mettrait fin à tout, mais au lieu de cela, Woody et Soon-Yi ont avancé ensemble. Le 23 décembre 1997, Woody avait 62 ans lorsqu'il a épousé Soon-Yi, qui à l'époque n'avait que 27 ans. Leur écart d'âge était de 35 ans. Le mariage était une petite cérémonie à Venise. Plus tard, le couple a adopté deux filles, Beche et Manzi, et a gardé leur vie de famille principalement privée. Pourtant, l'histoire n'a jamais cessé d'être controversée. L'écart d'âge de 35 ans, le fait que Soon-Yi ait été la fille adoptive de Mia, et la façon dont la relation a commencé ont maintenu les gens en émoi pendant des décennies. Et pourtant, malgré tout le chaos et la critique, Woody Allen et Soon-Yi Previn sont maintenant mariés depuis plus de 25 ans. Numéro 15. Fiancée à un lustre. Amanda Liberty n'est pas chanteuse, actrice ou star de la télé-réalité. C'est une femme britannique devenue célèbre parce qu'elle dit que son véritable amour est un lustre. Parmi les nombreux luminaires qu'elle a collectionnés, celui qui a volé son cœur est un lustre vintage allemand qu'elle appelle Lumière. Elle l'a d'abord vu sur eBay, a payé environ 500 $ pour qu'il soit expédié, et pour la Saint-Valentin en 2017, elle a proposé. À l'époque, Amanda possédait environ 25 lustres et n'hésitait pas à admettre qu'elle avait encore des sentiments pour les autres. Elle est allée à la télévision et a donné des interviews où elle expliquait que ce n'était pas une farce. Pour elle, tomber amoureuse d'objets semblait aussi naturel que quiconque, tombant amoureux de personnes, et cette honnêteté franche a fait exploser l'histoire à l'échelle mondiale. Les choses sont devenues encore plus étranges en décembre 2019. Un chroniqueur britannique s'est moqué de ses fiançailles dans un article de fin d'année, transformant sa vie amoureuse en une blague. Amanda a refusé de laisser passer cela. Elle a déposé une plainte auprès du régulateur de la presse britannique, arguant que l'article discrimine sa sexualité. En avril 2020, le régulateur a rejeté son affaire, déclarant que l'attirance pour des objets n'était pas une orientation protégée. Du jour au lendemain, son histoire est revenue dans les gros titres, cette fois liée à une lutte juridique sur la manière dont le monde devrait prendre sa relation au sérieux. Numéro 14. Le couple le plus tatoué du monde. Charlotte Gutenberg était une femme de Floride qui s'est transformée en œuvre d'art vivante, détenant le record Guinness de la femme senior la plus tatouée et finalement de la femme la plus tatouée de tous les temps. En 2018, un incroyable 88-75% de son corps était couvert de tatouages. Son partenaire Charles Chuck Elmke partageait la même passion et a obtenu le record Guinness de l'homme senior le plus tatoué. Ensemble, ils sont devenus connus dans le monde entier comme le couple senior le plus tatoué, célébré non seulement pour leur art corporel, mais aussi pour leur dévotion l'un envers l'autre. Ils se sont rencontrés pour la première fois dans un studio de tatouage à Melbourne, en Floride, en novembre 2006, et ils sont restés ensemble depuis se liant par leur amour commun pour l'encre. Ce qui a encore plus fasciné les gens, c'est que tous deux ont commencé leur parcours de tatouage plus tard dans la vie, après avoir eu 50 ans. Guinness a documenté la transformation de Charlotte, observant sa couverture passer de 91,5% en 2015 à presque complètement ancrée seulement 3 ans plus tard. Chuck se tenait fièrement à ses côtés, travaillant sur sa propre couverture record, et tous deux apparaissaient souvent ensemble dans des talk shows et sur YouTube, partageant ouvertement comment les tatouages leur avaient donné liberté et identité, brisant les stéréotypes sur l'apparence des seniors. Malheureusement, leur histoire s'est terminée sur une note amère. Le 12 mars 2023, Chuck est décédé à l'âge de 81 ans chez eux à Melbourne. Numéro 13. Erika Eiffel et la Tour Eiffel. Erika Eiffel n'est pas seulement connue pour être une archère accomplie, elle est la femme qui dit être tombée amoureuse de la Tour Eiffel. En 2007, elle a organisé une cérémonie d'engagement privée juste sous le célèbre monument parisien. Elle portait une écharpe, échangeait des alliances, prononçait des vœux, et par la suite, elle a légalement changé son nom de famille en Eiffel. La France ne l'a pas reconnu comme un mariage officiel, mais pour elle, c'était totalement réel. La cérémonie a instantanément fait le tour des médias avec des photos et des vidéos circulant dans le monde entier. En 2008, son histoire a été présentée dans le documentaire Mariée à la Tour Eiffel, et en 2009, elle a pris place sur le plateau de Good Morning America pour expliquer qu'elle ne plaisantait pas. Elle s'identifiait comme objectum sexuel, ce qui signifie qu'elle ressentait des connexions romantiques profondes avec des objets plutôt qu'avec des personnes. Pour s'assurer qu'elle n'était pas seule, Erika a même fondé Objectum Sexuality International, une communauté en ligne pour soutenir d'autres comme elle.
Certaines personnes se sont moquées d'elle, d'autres ont essayé de l'analyser, mais Erica est restée ferme dans son amour pour la Tour Eiffel. Numéro 12, mariage enseignant-élève. Mary Kay Letourneau était une enseignante de 34 ans près de Seattle lorsque son nom est devenu l'un des plus grands scandales des années 1990. En 1997, il a été révélé qu'elle avait une relation sexuelle avec Billy Foileau, son ancien élève de 6e année qui n'avait que 12 ans à l'époque. Elle a été arrêtée cette année-là, a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de viol d'enfant au 2e degré et a obtenu un accord 6 mois de prison, un traitement et un ordre de non-contact strict avec Billy. Mais alors qu'elle attendait sa condamnation, elle a donné naissance à leur première fille le 29 mai 1997. L'année suivante, le 16 octobre 1998, elle a eu leur deuxième fille alors qu'elle était encore en prison. L'histoire est devenue encore plus mauvaise lorsque quelques semaines après sa première libération, la police l'a surprise avec Billy dans une voiture garée le 3 février 1998. Cette violation a détruit son accord de plaidoyer et le juge lui a infligé 7 ans et demi derrière les barreaux. Elle a été libérée en 2004 et à ce moment-là, l'ordre de non-contact avait été levé. Étonnamment, les deux sont restés ensemble et se sont mariés le 20 mai 2005 à la Columbia Winery, dans l'État de Washington, devant environ 200 invités. Leur mariage a duré plus d'une décennie avant qu'ils ne se séparent en 2017 et finalisent leur divorce en 2019. Letourneau est décédé plus tard d'un cancer le 6 juillet 2020 à l'âge de 58 ans. L'histoire était si infâme qu'Hollywood s'en est emparé. En 2000, un téléfilm intitulé All American Girl de Mary Kay Letourneau Story a été diffusé et des années plus tard, il a même inspiré le film nommé aux Oscars May December, mettant en vedette Julianne Moore et Natalie Portman, qui était vaguement basé sur le scandale. Numéro 11. Un retournement amoureux inattendu. Tom Robinson a bâti sa réputation sur des chansons devenues des hymnes pour la communauté gay diffusées à la radio à la fin des années 1970, à la fois comme protestation et déclaration. Pour beaucoup, il n'était pas seulement un chanteur de rock. Il était un symbole du mouvement pour les droits des homosexuels en Grande-Bretagne. C'est pourquoi, lorsque la nouvelle a éclaté au milieu des années 1980 qu'il était tombé amoureux d'une femme, cela a stupéfié tout le monde. Tout a commencé en 1982 lors d'un événement caritatif pour le service téléphonique gay de Londres. Là, il a rencontré Sue Brearley. Ce qui a commencé comme une amitié s'est lentement transformé en quelque chose de plus, et au milieu de la décennie, ils étaient mariés et élevèrent finalement 2 enfants ensemble. Pour les fans et les tabloïds, c'était choquant. Les gros titres affirmaient qu'il était devenu hétéro, comme s'il avait abandonné l'identité pour laquelle il avait passé des années à se battre. Mais Robinson a réagi avec force. Il a expliqué que ses sentiments pour Sue n'effaçaient pas son passé ni ne rendaient son activisme moins réel. Il a dit qu'il avait toujours été honnête sur son attirance pour les hommes et les femmes. Plus tard, il a commencé à se qualifier de bisexuel, parfois plaisantant sur le fait qu'il avait une bisexualité tardive. Dans des interviews, il revenait encore et encore sur le même point. L'amour ne s'inscrit pas dans des cases bien rangées et personne ne devrait être puni pour tomber amoureux du mauvais genre. La réaction a été réelle. Il a même été hué lors de la Fierté de Londres à la fin des années 1981, après que sa relation avec Sue soit devenue publique, mais Robinson n'a jamais assoupli sa position. En 2011, il a présenté un documentaire de BBC Radio 4 explorant les vies bisexuelles et il a continué à dire la même chose pendant des décennies. Que ce soit des hommes, des femmes ou les deux, l'amour est l'amour, et le combat a toujours été pour la tolérance. Numéro 10. Une romance de taille imposante. Joelson Fernandez da Silva, mieux connu sous le nom de Nino, n'est pas seulement grand, il est l'homme le plus grand du Brésil, mesurant un incroyable 2,36 mètres. À ses côtés, sa femme Evelyn Medeiros mesure seulement 1,52 mètres et cet écart de près de 90 cm les a instantanément rendus célèbres sur Internet. Mais au-delà des photos virales se cachait quelque chose de bien plus puissant, une histoire d'amour qui a transformé leur vie. Avant Evelyn, la taille de Joelson ne lui avait apporté que de la douleur. Né avec un gigantisme, il a grandi si rapidement qu'il était moqué par les enfants à l'école, les étrangers le dévisageaient, et finalement, il a abandonné l'école. Il a un jour admis qu'il se voyait comme anormal, et pendant des années, il a vécu dans l'ombre. Puis est venu le jour où il a rencontré Evelyn en ligne. Il a ensuite déclaré « Je pense que c'était un coup de foudre ». Pour la première fois, il s'est senti accepté non pas à cause de sa taille, mais parce que quelqu'un le voyait vraiment.
Evelyn lui a donné la confiance qu'il pensait ne jamais avoir le tyran de l'ombre. Ils se sont mariés en 2015 et bientôt le monde observait leur moment quotidien. Courses au supermarché se tenant la main lors de promenades, riant à la maison. Internet ne pouvait pas se lasser de la façon dont elle semblait si petite à côté de lui. Mais la vraie histoire était qu'Evelyn voyait l'homme par la taille et à ses yeux, il a finalement appris à se voir aussi. Mais leur parcours n'a pas été sans difficulté. Des années d'infections douloureuses dues à son état ont conduit les médecins à amputer la jambe de Joelson fin 2021. Pour beaucoup, cela aurait été la fin. Pour eux, c'était un autre test de l'amour. Evelyn n'a jamais quitté son côté. Elle a marché avec lui à travers l'hôpital, la rééducation et la longue lutte pour s'adapter à la vie avec une jambe. Puis est venu un rebondissement inattendu. Joelson a découvert le volleyball assis. En 2022, il a rejoint le club Atlético Polistano et avant la fin de l'année, il a concouru avec l'équipe nationale du Brésil. En Bosnie, il les a même aidés à remporter le bronze au championnat du monde. À travers tout cela, Evelyn est restée son encre riant avec lui à la télévision, ignorant les blagues sur leurs différences de taille et montrant au monde que l'amour ne concerne pas les apparences. Numéro 9. Des jumelles siamoises avec un mariage surprenant. Abby et Brittany Hensel, nées dans le Minnesota, sont des jumelles siamoises, comme presque personne d'autre dans le monde. Elles partagent un corps, mais ont deux têtes. Abby contrôle le côté droit, Brittany le gauche. Leur condition extraordinaire appelée parapagos dysophalique a fasciné les médecins et le public pendant des décennies. Elles ont d'abord attiré l'attention nationale en 1996 sur Oprah et des années plus tard, en 2012, elles ont joué dans une série TLC qui suivait leur parcours à travers l'université et dans l'enseignement. Puis en 2021, leur histoire a pris un tournant que personne n'avait vu venir. Abby a épousé discrètement Josh Bowling, un vétéran de l'armée des États-Unis et infirmier. Le mariage est resté privé jusqu'en mars 2024 lorsque des documents du Minnesota ont émergé et que les médias se sont précipités pour en faire rapport. Les jumelles elles-mêmes ont rompu leur silence avec des publications légères sur les réseaux sociaux reconnaissant la vague soudaine d'attention. Les documents concernant le mariage d'Abby ont suscité un débat. Les dossiers ont montré que Brittany n'était pas répertoriée comme témoin sur le certificat de mariage de 2021, suscitant une nouvelle curiosité sur la manière dont les systèmes bureaucratiques gèrent un mariage lorsque deux personnes partagent un corps. Et juste au moment où les gros titres commençaient à s'estomper, août 2025, a apporté une autre surprise. Les jumelles ont été photographiées avec un nouveau-né dans un porte-bébé près de leur école. Quelques jours plus tard, elles ont posté un TikTok simplement intitulé « Béni », mais n'ont offert aucun détail sur le bébé alimentant encore plus de spéculation. Numéro 8. La fiancée des tueurs en série. Charles Manson, le chef de culte derrière les meurtres de Tate LaBianca en 1969, était l'un des noms les plus notoires du crime américain. Ce qui le rendait si dangereux n'était pas seulement la violence. C'était la façon dont il recrutait et contrôlait des femmes beaucoup plus jeunes, les bombardant d'amour, les isolant au Spawn Ranch, utilisant des drogues et martelant son histoire apocalyptique de Helter Skelter, jusqu'à ce que l'obéissance ressemble à un but. Ainsi, lorsque la nouvelle s'est répandue des décennies plus tard que le prisonnier de 80 ans prévoyait d'épouser une femme dans la vingtaine, cela ressemblait au même scénario. Une autre jeune dévote attirée dans son orbite pour servir son image poste une romance normale. Sa fiancée était Afton Elaine Burton, une femme de 26 ans de l'Illinois, qui était devenue l'une de ses plus fidèles supportrices. Elle a même déménagé à Corcoran à 19 ans, juste pour être proche de la prison où il purguait sa peine. En novembre 2014, le couple a reçu une licence de mariage leur donnant 90 jours pour se marier à l'intérieur de la prison d'État de Californie. Burton a déclaré aux journalistes que le mariage arrivait bientôt, affirmant même que le mariage lui donnerait accès à des informations légales en tant que plus proche parent. Mais les autorités ont clairement indiqué que Manson n'aurait jamais de visite conjugale puisqu'il purguait une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque février 2015 est arrivé, la licence a expiré. Comme les mariages de détenus ne pouvaient avoir lieu que le week-end, ils ont manqué la date limite et le mariage n'a jamais eu lieu. Pour rendre les choses encore plus étranges, un journaliste a affirmé que le véritable plan de Burton était de prendre le contrôle des restes de Manson pour pouvoir les exposer après sa mort. Burton a nié cette rumeur et a blâmé la logistique, mais quoi qu'il en soit, le mariage n'a jamais eu lieu.
Manson est décédé plus tard de cause naturelle, le 19 novembre 2017 à l'âge de 83 ans. Numéro 7, Richard Torres et sa mariée Arbre. Richard Torres est un acteur et activiste péruvien qui a fait la une des journaux pour un type de protestation inhabituelle, il épouse des arbres. Son premier mariage symbolique a eu lieu à Lima en 2013. Vêtu d'un costume blanc, il a fait des offrandes et embrassé l'arbre et a promis de protéger la forêt. Les caméras ont capturé chaque détail et à partir de ce moment-là, Torres a fait des mariages d'arbres, sa carte de visite. Quelques mois plus tard, il était à Buenos Aires en Argentine, tenant une autre cérémonie avec des vœux et un baiser qui a rempli les journaux. En 2014, il a répété le rituel à Bogota, en Colombie, cette fois en disant aux rebelles des FARC de planter des arbres au lieu de se battre un coup qui a obtenu une couverture mondiale. Il ne s'est pas arrêté là. En 2017, il était sur la Plaza de la Constitution au Guatemala, avec une cérémonie qui mêlait offrandes traditionnelles et activisme. Un an plus tard, en République dominicaine, il a glissé une alliance sur le tronc d'un arbre à Santo Domingo, et à peu près à la même époque, il a organisé des événements de mariage d'arbres en masse au Mexique. D'ici 2022, il avait porté la performance jusqu'en Europe, tenant des cérémonies à Bruxelles et même près de la Tour Eiffel à Paris. Ce qui a commencé comme une étrange performance est devenu une marque de protestation continue. Torres a compris que si vous mariez un arbre, le monde fait attention, et il a utilisé ce facteur de choc pour diffuser son message sur la sauvegarde de l'environnement. Numéro 6. Le choc du mariage Playboy. Hugh Hefner, le fondateur de l'Empire Playboy, est l'une des figures les plus reconnaissables de la culture pop, et rencontré Crystal Harris, un modèle qui venait d'être nommé Playmate de décembre 2009 de Playboy, lors d'une fête d'Halloween au Playboy Mansion en 2008. Ils ont commencé à sortir ensemble peu après, et à Noël 2010, Hefner a proposé. Mais leur mariage de juin 2011 n'a jamais eu lieu, du moins pas à ce moment-là. Quelques jours avant la cérémonie, Crystal a annulé disant que le style de vie Playboy n'était pas fait pour elle. Du jour au lendemain, elle est devenue la mariée fugueuse et le cirque médiatique a été implacable, peignant toute la relation comme rien de plus qu'un drame de tabloïd. Pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Un an plus tard, les deux se sont réconciliés et dans un retournement inattendu, ils se sont enfin mariés le soir du Nouvel An 2012 au Playboy Mansion. Hefner avait 86 ans, Crystal avait 26 ans, et cet incroyable écart d'âge a garanti des gros titres mondiaux. Les gens ne pouvaient pas passer à côté de l'image de l'homme qui avait été une icône culturelle depuis les années 1950, épousant une femme qui n'était même pas vivante pendant l'essor de Playboy. Lorsque Hefner est décédé le 27 septembre 2017, son certificat de décès mentionnait un arrêt cardiaque et une insuffisance respiratoire avec une infection à E. coli résistante aux médicaments et une septicémie comme facteur contributif. Mais l'attention s'est rapidement tournée vers Crystal. Même avec un contrat prénuptial en place, elle contrôlait une maison à Hollywood Hills de près de 6 000 pieds de carrés qui avait été mise en fiducie pour elle. Elle a mis la mention en vente pour environ 7,2 millions de dollars au début de 2018 et l'a finalement vendue en janvier 2019 pour 5 millions de dollars. Numéro 5. Amoureux à risque. Quand un homme mesurant moins d'1,45 m tombe amoureux d'une femme mesurant plus d'1,83 m, le monde fait attention. Et quand cet homme s'avère être Hunton Craft, surnommé le nain le plus fort du monde, et que cette femme est China Bell, un modèle transgenre de Floride, les gros titres s'écrivent pratiquement d'eux-mêmes. Leur romance a fait la une des journaux en mars 2015 et instantanément, il ne s'agissait pas seulement d'amour, mais de briser les stéréotypes. Craft, né au Danemark, avait déjà fait sa marque dans l'haltérophilie. Lors des championnats du monde de développé couché de la Fédération internationale d'haltérophilie, il dominait la catégorie des 56 kg avec un officiel de 200 kg. Les records montrent qu'il a même soulevé 463 livres lors d'un événement à Orlando en 2009, des exploits qui lui ont valu sa réputation féroce. Bell, quant à elle, a porté sa propre présence sans excuse. Les interviews capturaient son admiration pour la discipline de Craft, qualifiant sa force de sexy tandis qu'il disait adorer sa féminité et la façon dont elle se tenait. Le contraste entre eux n'était pas un inconvénient, c'était le but. Ensemble, ils incarnaient une relation qui défiait toutes les idées rigides sur ce à quoi un couple assorti devrait ressembler. Numéro 4. Un amour sans limite.
La plupart des gens ne s'attendent pas à une histoire d'amour qui commence avec une maladie génétique rare et un blog intitulé Laughing at My Nightmare. Mais c'est exactement ainsi que Shane Burkall et Hannah Aylward ont commencé un couple qui a transformé le scepticisme, les regards et les stéréotypes en l'une des histoires d'amour les plus puissantes de YouTube. Shane est né avec une atrophie musculaire spinale, une condition génétique qui affaiblit les muscles et la contrainte à utiliser un fauteuil roulant dès l'âge de 2 ans. Pendant des années, il a utilisé l'humour comme bouclier, écrivant des articles de Blog France sur la vie avec un handicap. Ce blog lancé en 2011 est devenu Laughing at My Nightmare, un mélange d'histoires personnelles et d'esprit aiguisé qui a résonné avec des milliers de personnes. Il s'est également transformé en une organisation à but non lucratif dédiée à aider les personnes handicapées à acheter du matériel essentiel. L'une de ses lectrices était Hannah Aylward. Elle a pris contact d'abord en tant que fan, puis en tant qu'amie, et avant longtemps leur lien s'est approfondi. Contre tous les stéréotypes, ils ont construit une relation honnête, solidaire et surtout égale. Lorsqu'ils ont lancé une chaîne YouTube en 2018 appelée Squirmy and Grubs, c'était leur chance de montrer au monde à quoi ressemblait vraiment leur vie. Et les gens ont regardé, des millions d'entre eux. Leur chaîne a transformé des moments quotidiens comme manger, voyager et naviguer dans les visites à l'hôpital en conversations brutes, drôles et sincères sur l'amour. Le 4 septembre 2020, au milieu des restrictions liées à la COVID, Shane et Hannah se sont mariés lors d'une petite cérémonie dans leur jardin. Au cœur de tout cela, leur message reste simple mais puissant. L'intimité, l'amour et le mariage ne sont pas hors limite juste parce qu'un handicap est en jeu. En appelant des étrangers qui supposent que Hannah doit être une infirmière en riant ensemble, à travers les tendances virales de TikTok, Shane et Hannah ont utilisé leur immense plateforme pour normaliser ce à quoi ressemble leur vie et leur amour. Numéro 3. Le mariage controversé de Céline Dion. Elle avait 12 ans. Quand avez-vous réalisé que vous étiez amoureuse? Céline Dion, la chanteuse canadienne, avec l'une des voix les plus puissantes du monde, a rencontré René Angélil quand elle n'avait que 12 ans. René avait 38 ans, un manager musical bien connu qui avait déjà construit des carrières pour d'autres artistes canadiens. La famille de Céline lui a envoyé une cassette démo et quand il l'a invité à auditionner, il a été si ému par sa voix qu'il a pleuré. Il croyait tellement en elle qu'il a hypothéqué sa propre maison pour financer son premier album, La Voix de Bon Dieu. Pendant des années, tout était à faire, René construisant sa carrière pendant qu'elle grandissait. Mais quand Céline a eu 19 ans, la relation a changé. Ils ont eu leur premier rendez-vous, l'ont gardé secret et se sont ensuite fiancés secrètement avant de se rendre public en 1993. Puis est venu leur immense mariage le 17 décembre 1995, diffusé à la télévision depuis la basilique Notre-Dame de Montréal. L'écart d'âge de 26 ans et le fait qu'il ait commencé comme son mentor en ont fait l'une des relations les plus inhabituelles que l'industrie ait jamais vues. Mais leur connexion s'est révélée plus forte que les critiques. À la fin des années 1990, René a été diagnostiqué avec un cancer de la gorge et Céline est restée à ses côtés à travers chaque traitement. Lorsqu'il est entré en rémission, ils ont renouvelé leurs vœux à Las Vegas en 2000. Ils ont dû recourir à la FIV pour fonder une famille accueillant leur premier fils, René Charles, le 25 janvier 2001, et plus tard des jumeaux Nelson et Eddie le 23 octobre 2010. Son cancer est revenu des années plus tard, et en 2014, il a démissionné de la gestion de sa carrière. Le 14 janvier 2016, René est décédé dans leur maison de Las Vegas à l'âge de 73 ans. Ses funérailles, tenues à la même basilique où ils s'étaient mariés, ont été assistées par des personnalités de haut niveau, leur fils aîné rendant hommage. Céline est retournée sur scène juste un mois plus tard au Caesars Palace et a gardé sa mémoire vivante. Numéro 2. Le roi du rock et sa mariée adolescente. Elvis Presley, le roi du rock and roll, a rencontré Priscilla Beaulieu, la belle-fille adolescente d'un officier de l'armée américaine, alors qu'il était stationné en Allemagne de l'Ouest en 1959. Elvis avait 24 ans et était déjà une star mondiale, tandis que Priscilla n'avait que 14 ans, et cet écart a alimenté des débats depuis. Pourtant, ils sont restés connectés après son retour aux États-Unis et en 1963, ses parents ont accepté de la laisser déménager à Memphis sous des règles strictes. Sa vie est rapidement devenue mêlée à sa célébrité et au chaos. Le 1er mai 1967, les deux se sont mariés à Las Vegas à l'hôtel Aladdin lors d'une cérémonie qui n'a duré que 8 minutes avec 14 invités.
Un petit déjeuner plus copieux a suivi, mais c'est la naissance de Lisa Marie Presley le 1er février 1968 qui les a scellés en tant que famille. Cependant, derrière les photos glamour, les choses se dégradaient. L'usage de drogue d'Elvis, la pression de sa carrière et des affaires des deux côtés pesaient lourdement. Le 9 octobre 1973, un juge de Los Angeles a finalisé leur divorce. Dans un moment qui résumait l'étrangeté de leur lien, ils ont quitté le tribunal main dans la main, convenant de partager la garde de leur fille. Ce qui rend leur histoire si inoubliable, c'est le rôle de Priscilla après la mort d'Elvis. Elle a refusé de s'effacer et a plutôt pris en charge son héritage. Elle a cofondé Elvis Presley Enterprises et a ouvert Graceland au public le 7 juin 1982. Ce qui avait autrefois été un fardeau financier est devenu l'une des maisons les plus visitées d'Amérique. Aujourd'hui, leur histoire est mémorable, à la fois troublante et historique. Numéro 1. Le couple marié le plus court. Quand vous imaginez un couple détenteur d'un record Guinness, vous pensez probablement à des cascades incroyables, des talents bizarres ou des exploits athlétiques incroyables. Mais Paolo Gabriel da Silva Barros et Katusha Liehoshino détiennent un record aussi réconfortant qu'inhabituel. Ils sont officiellement le couple marié le plus court du monde et leur histoire d'amour, c'est la preuve que parfois les connexions les plus extraordinaires commencent dans les endroits les plus ordinaires. Ils se sont rencontrés pour la première fois en ligne en 2006 sur Orchid, l'ancien réseau social. Paolo est tombé amoureux immédiatement, mais Katusha n'était pas convaincue. Elle l'a même bloqué avant de décider de lui donner une autre chance. Cette seconde chance a suffi. L'amitié s'est transformée en véritable romance, et après une décennie de hauts et de bas, ils ont scellé leur lien lors d'un mariage le 17 septembre 2021 à Itapeva, São Paulo. Lorsque Guinness a confirmé leur titre en novembre, ce n'était pas seulement la romance que les gens célébraient, mais les détails précis. Paolo mesure 95 cm et Katusha mesure 91, 2 cm. Ensemble, leur taille atteint 182,7 cm juste en dessous de 5 pieds.